Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La philosophie en commun. La philosophie en commun. Collection dirigée par Stéphane Doyer, Jacques Poulain, Patrice Vermeyren. Nourrie trop exclusivement par la vie solitaire de la pensée, l'exercice de la réflexion a souvent voué les philosophes à un individualisme forcené, renforcé par le culte de l'écriture. Les querelles engendrées par l'adulation de l'originalité y ont trop aisément supplanté tout débat politique théorique. Notre siècle a découvert l'enracinement de la pensée dans le langage. S'invalidait, et tombait du même coup en désuétude cet étrange usage du jugement où le désir de tout soumettre à la critique du vrai y soustrayait royalement ses propres résultats. Condamnées également à l'éclatement, les diverses traditions philosophiques se voyaient contraintes de franchir les frontières de langue et de culture qui les enserraient encore. La crise des fondements scientifiques, la falsification des divers régimes politiques, la neutralisation des sciences humaines et l'explosion technologique ont fait apparaître de leur côté leur faillite, induisant à reporter leurs espoirs sur la philosophie, autorisant à attendre du partage critique de la vérité jusqu'à la satisfaction des exigences sociales de justice et de liberté. Le débat critique se reconnaissait être une forme de vie. Ce bouleversement en profondeur de la culture a ramené les philosophes à la pratique orale de l'argumentation, faisant surgir des institutions comme l'école de Korčula, Yougoslavie, le Collège de philosophie, Paris, ou l'Institut de philosophie, Madrid. L'objectif de cette collection est de rendre accessibles les fruits de ce partage en commun, du jugement de vérité. Il est d'affronter et de surmonter ce qui, dans la crise de civilisation que nous vivons tous, dérive de la dénégation et du refoulement de ce partage du jugement. Dernière parution. Fabrice Audi Spinoza. Problème de l'idée vraie, 2014. Jean Perisson, Une vie de héros, un chef d'orchestre dans le siècle, 2014. Rosemary Ferenczi, Kafka. Subjectivité, histoire et structure, 2014. Maria Beatrice Greco, Une autorité émancipatrice, un parcours de la pensée de l'égalité chez Jacques Rancière, 2014. Dédicace. À mon fils, Luis Felipe. Remerciements. Remerciements. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui, durant ces années, m'ont encouragé à poursuivre mon parcours académique dans le domaine de la philosophie. Je remercie également Monsieur le professeur Jacques Poulain, dont les conseils précieux et les leçons lumineuses m'ont permis de mener à bout ce travail. J'adresse également toute ma reconnaissance au département de philosophie de l'Université Paris 8. Préface. Une thérapie philosophique de la pragmatique par Jacques Poulain, professeur émérite, chaire de philosophie de la culture et des institutions. Ce qui se présente modestement dans cet ouvrage comme une histoire de la théorie pragmatique de l'action, en surprendra plus d'un. Il s'agit certes bien d'une histoire de la théorie pragmatique de l'action, où l'enchaînement des variations sur l'idée pragmatique est retracé avec fidélité, consistance et acuité. Mais l'ouvrage est loin de se limiter au récit rhapsodique de ces variations. Il vise à rendre compte de la façon dont l'être humain a pu se découvrir, aux yeux de C.S. Peirce, à la fois signe du monde et de lui-même et capacité à faire de ce monde et de lui-même ce qu'il recherche comme sa destination. Un accord avec lui-même atteint par le détour de la production d'un accord avec le monde et avec ses allocutaires. Une reprise radicale de l'enjeu philosophique d'une formation de soi entreprise pour réaliser ce que l'usage des signes destine chacun à être. Cette reprise s'effectue en interrogeant la pure instrumentalité des signes et sa suffisance à nous amener à notre destination. Elle réveille constamment le doute à l'égard de cette suffisance en faisant ressurgir ce dont semblait pouvoir nous dispenser cet usage programmé des signes. Elle restaure en effet, en chaque figure pragmatique de l'usage des signes, la visée de ce qui leur permet d'être utilisés. La théorie inhérente à leur sens et à leur enracinement dans le monde. Cette théorie pragmatique de l'action reste en ce sens fidèle à l'intuition originaire de Peirce. Les propositions ne permettent d'organiser l'action et le désir qu'en tentant de retrouver la reconnaissance de l'harmonie qu'on y cherche à la façon dont l'expérimentation de l'hypothèse scientifique nous permet de jouir, lorsque celle-ci se voit confirmée, de l'harmonie du monde sensible au monde décrit par l'hypothèse.
Et les propositions affirment leur propre vérité, pour pouvoir nous mettre face à la réalité du monde et de nous-mêmes. En ce sens, l'usage pragmatique des signes constitue une action théorique en lui-même. Nous n'y faisons parler le monde et nous-mêmes qu'en faisant la théorie et en expérimentant si nous sommes autant ce que nous faisons de nous-mêmes que ce que nous y signifions. Cette propriété pragmatique de l'usage de nos signes leur vient de ce que la théorie persienne de l'action se découvre comme telle, en restant encadrée par la pensée des signes. Peirce ne découvre que l'homme est signe que dans l'horizon de cette pensée des signes. Aussi a-t-il besoin d'inventer une théorie spécifique qui l'autorise à constater ce fait. La sémiotique doit pouvoir accompagner et guider l'usage des signes de façon à pouvoir harmoniser leur opérance à leur destination, sans pouvoir la réduire à une organisation syntaxique du langage, ni à leur relation sémantique à la réalité. Les interprétants émotionnels et conatifs, inhérents à l'usage des signes, permettent à leur usager de s'insérer dans les mondes des relations nécessaires entre lui-même, le monde et ses partenaires sociaux. Mais là encore, ils ne le peuvent qu'en se laissant guider par les interprétants logiques ultimes des signes, c'est-à-dire par le partage d'une logique universelle de la pensée capable d'articuler jugement, croyance et habitude. Avant toute expérimentation du monde, de soi et d'autrui, avant de faire de la vie privée et sociale notre laboratoire quotidien, selon les termes de Peirce. Mais cette théorie inhérente à l'usage des signes est loin d'être évidente. Qu'est-ce qui permet à Peirce de lier leur capacité à fixer aux croyances, aux actions et aux désirs à cette intuition du sémioticien, à cette croyance antérieure à tout usage pragmatique des signes? Il faut retracer les variations que Peirce fera subir à sa sémiotique pour s'apercevoir que celle-ci risque à chaque proposition théorique sur l'usage des signes de sombrer dans un doute, qui loin de porter sur l'existence du monde, s'attaque irrémédiablement à l'existence des signes, à l'identification des indices, des icônes et des interprétants. Aussi le retour de W. James et de J. Dewey à une pragmatique délivrée des angoisses épistémiques de Peirce semble-t-il justifier la façon dont ils reprendront pour eux-mêmes l'examen des pratiques de croyance et de jugement pour tenter de faire de la vie humaine un art de vivre, pour développer une esthétique pragmatique de l'existence, uniquement préoccupée de ses succès de vie, abstraction faite de tout jugement de vérité particulier. La pragmatique se radicalise avec L. Wittgenstein lorsqu'il se libère de ces désarrois conceptuels déclenchés par l'épistémologie des signes, lorsqu'il veut projeter son savoir logique des signes à la description du monde et de la vie. Il la délivre d'avoir à reconnaître une vérité inexistante qui lierait une fois pour toutes l'usage des signes aux perceptions, aux actions et aux désirs qu'il permet d'organiser. Ramener le langage au travail par la thérapie, c'est faire disparaître toutes ces crampes de vérité qui tentent de s'imposer comme jugement d'objectivité sur nos connaissances, nos actions et nos désirs, sous forme de descriptions psychologiques ou philosophiques. Aussi sa thérapie semble-t-elle nous délivrer une fois pour toutes de l'obsession persienne, en postulant que nos signes sont déjà harmonisés d'eux-mêmes à leur fonction d'être les formes de vie qui se développent sans contrôle possible dans les jeux de langage. Mais l'histoire de la théorie pragmatique de l'action témoigne de la fragilité et de la précarité des effets thérapeutiques wittgensteiniens. Avec J.L. Austin et J. Searle, c'est la façon même dont les signes règlent nos actions qui est mise en évidence sous l'aspect des actes de parole performatifs ou illocutoires. Une logique des actions semble exister de façon aussi objective que la logique de nos connaissances. Il suffit d'y reconnaître les articulations dynamiques et efficaces instaurées dans l'usage des énonciations performatives, qu'il suffit de dire pour opérer l'action qui y est nommée et décrite performativement. La sémiotique de l'illocutoire parvient de toute évidence à redécrire l'articulation des signes, de leurs règles essentielles, des états mentaux qui y sont impliqués et des actions physiques auxquelles engage l'énonciation performative. La science de l'illocutoire énonce donc les lois pragmatiques objectives inhérentes à l'usage des signes qui rendent cet usage nécessairement heureux et réussi, dès lors qu'on les suit comme usagers des signes et comme usagers de la vie, conformes à ce que les signes nous destinent à faire, à désirer et à croire. Mais si elles sont aussi objectives qu'elles proclament qu'elles le sont, ont-elles encore force de régulation ? Leur description ne nous oblige pas à les suivre, et les théoriciens des actes de parole se gardent bien d'y adjoindre des prescriptions morales ou politiques inutiles.
Aussi semble-t-il que la théorie pragmatique de l'action doive à nouveau s'immerger dans l'analyse des conditions nécessaires d'usage de ces signes pour rendre à nouveau pragmatique l'action des signes, pour montrer que nous ne pouvons pas ne pas faire de nous-mêmes ce que leur usage nous invite à être. L'aggiornamento pragmatique de K.O. Appel et de J. Habermas à la théorie des signes n'a pas d'autre raison d'être, et semble parvenir à éliminer ce qui demeure de mythique et d'idéologie dans la description des lois objectives de l'usage des signes. Cet usage n'obtient l'opérance de sa magie illocutoire que par ce qu'il inclut dans le sens des verbes performatifs et illocutoires, l'accord anticipé d'autrui comme consensus de connaissance, d'action ou de désir. Aussi ne peut-il être validé quant aux prétentions à la validité des connaissances, des actions et des désirs qui y sont transmis qu'à condition qu'ils produisent le consensus qui y est désiré, et qu'à condition que les partenaires sociaux se conduisent conformément à son contenu, qu'il s'agisse d'un consensus éthique intersubjectif ou qu'on y cherche à découvrir les besoins et les normes qui doivent régler la vie politique et produire la justice sociale. Mais même ce consensus ne semble pouvoir éviter le doute hyperbolique qui faisait sombrer la sémiotique persienne. Comment la théorie pragmatique de l'action d'Appel et d'Habermas qui se prétend philosophique, peut-elle en même temps transformer les consensus historiques en facteurs d'émancipation si elle doit, pour se justifier, être capable d'identifier les besoins humains universels comme seule justification des normes, de proposer ainsi la reconstruction philosophique, éthique et politique d'un analogue de l'instinct et d'imposer à l'autonomie désirée des individus et des groupes un surplus d'hétéronomie psychique et sociale? L'inconsistance qui grève le retour de la philosophie dans la pragmatique de l'action nourrit nécessairement les soupçons d'incrédulité à l'égard du métarécit pragmatique d'Appel et d'Habermas. Il suffirait d'identifier le mythe pragmatique comme tel, en indiquant qu'il reprend la dynamique des récits des traditions orales ahistoriques. Le désir pragmatique qui s'exprime dans la théorie pragmatique de l'action semble en effet ne ressusciter que le désir exaucé par les récits mythiques, celui de lier dynamiquement l'usage des signes à la production des perceptions, des actions et des désirs qui s'y articulent les uns aux autres. L'argumentation philosophique d'Appel et d'Habermas chercherait, elle aussi, à retrouver dans la théorie inhérente à l'usage consensuel du langage, un effet d'adhérence et de fixation aux événements de communication sous les espèces de cette anticipation de l'accord d'autrui, et de son rôle transcendantal et régulateur. Mais cet accord et son occurrence s'avéreraient dépourvus de la force de motivation qui accompagnait l'énonciation des récits des traditions orales prémodernes. Et il ne resterait qu'à reconnaître qu'avec la perte des tiers et la dissolution des rapports d'autorité, la description des attentes de consensus inhérentes à l'usage du langage est destinée à rester insatisfaite. Le diagnostic de J.F. Lyotard nous rappellerait ainsi à bon escient que la théorie pragmatique de l'action ne saurait nous faire échapper à ce qu'elle parvient à exprimer comme théorie des signes. L'absence d'enchaînement inhérent à l'usage des signes, l'incommensurabilité des régimes de leurs usages conditionne la capacité de chacun à opérer ses propres coups dans les jeux de langage sans que ceux-ci puissent devenir les sources de justification de l'usage qu'ils sont censés y faire d'eux-mêmes. La production du différent que nous entamons avec nous-mêmes est donc le salaire mérité de cette volonté de transformation directe de nous-mêmes, que nous tentons l'image des moralistes et des politiciens modernes tant que nous ne prenons pas conscience de cette incapacité à nous faire nous-mêmes, implanté dans l'usage du langage et qui nous voue à ne nous transformer qu'indirectement, en faisant le détour par ce que la théorie pragmatique de l'action refoule le plus radicalement, en faisant le détour du jugement. Celui-ci s'effectue déjà, commente Iwerton Ribeiro, dans tout usage du langage, s'il est vrai que le langage ne tient sa force transcendantale de nous faire accéder à la réalité de nous-mêmes, du monde et des autres qu'en présupposant sa propre vérité et en devant juger, qu'on le veuille ou non, que la théorie pragmatique de l'action l'interdise ou non, si cette vérité est aussi vraie ou aussi fausse qu'on a dû la présupposer vraie pour lui donner une opérance quelconque. Il faut donc savoir gré à l'auteur d'avoir su donner force thérapeutique à cette dynamique philosophique du jugement de vérité, que j'ai redécouverte à la suite de C. Peirce. Il y parvient en la réinsérant dans son histoire de la théorie pragmatique de l'action. Il montre en effet excellemment dans cet ouvrage que la reconnaissance de cette dynamique et de la loi de vérité, guérie de cette réflexivité chronique qui se développe nécessairement,
lorsqu'on refoule allègrement tout jugement de vérité hors de la vie sociale et culturelle pour ne lui substituer que des rapports d'interaction communicationnelle qu'on a abstraits des cycles de vie d'où ils tirent pourtant leur opérance. Introduction. Le pragmatisme est un mouvement qui apparaît aux États-Unis aux environs de 1870. En première approximation, il peut être défini comme une théorie empiriste de la connaissance dans laquelle l'action et les conséquences pratiques jouent un rôle déterminant. Le pragmatisme propose d'abord une méthode de la signification et de la vérification. Selon Pierre Gauchotte, le pragmatisme rejette le dogmatisme, le déterminisme absolu, la notion de chose en soi et de substance, s'attache à prendre en compte les nécessités d'adaptation et la nature sociale de l'homme. Ce mouvement est né dans un milieu philosophique où l'opposition empirisme-idéalisme était en vogue, et le développement des sciences et des techniques, tout particulièrement l'évolutionnisme et la nouvelle psychologie, y sont intervenus d'une manière déterminante. Mais comment se fait le déroulement de cette théorie pragmatique ? Ceci sera analysé dans la première partie de notre travail. Gauchotte nous explique que le courant pragmatiste section 1 a commencé de façon informelle par des réunions d'un petit groupe d'amis dont Charles S. Peirce 1.1, William James 1.2 et John Dewey 1.3 étaient les noms les plus célèbres. Leur critique portait surtout sur l'idéalisme et le rationalisme, principalement sur le néo-kantisme et le néo-hegelianisme. À partir de la fondation de la sémiotique par Peirce, on aperçoit que la pensée humaine est constituée à partir de signes. Selon Françoise Armango, la seule pensée que nous connaissons est la pensée par signes. Elle existe dans les signes, mieux, elle est signe. Et elle continue en citant Peirce, il est erroné de dire simplement qu'un bon langage est nécessaire pour bien penser car il est l'essence même de la pensée. Et c'est de là justement que découle le surgissement du lien entre le pragmatisme et le langage. La théorie pragmatique s'impose donc comme quelque chose indissociable de la linguistique. Après le tournant langagier proposé par Wittgenstein, la logique de vérité de la pragmatique s'est transformée, section 2. Avec la publication de son ouvrage Tractatus Logico-Philosophicus, 2.1, l'idée que l'on trouve par rapport au développement de la connaissance à travers une perspective pragmatique est celle d'une construction logique linguistique bipolaire de la réalité à travers l'expérience même des états de choses, idée qui s'est imposée aux positivistes logiques du cercle de Vienne, notamment à Carnap, même si cela se doit à une mauvaise compréhension du sens du travail de Wittgenstein. On voit donc à ce moment-là que l'épopée pragmatique s'est attachée à une perspective logique de production de la connaissance. Après la publication de son ouvrage posthume, Investigation philosophique, on voit chez Wittgenstein le surgissement de la reprise de la notion frégéenne de l'usage comme quelque chose qui s'impose comme le point central de la philosophie du langage. Il ne s'agit pas seulement de l'usage du mot dans la phrase, mais de l'usage des phrases dans des situations concrètes, des situations d'action. L'action de parler, indissociable de celle de penser, devient quelque chose de directement attaché aux règles de communicabilité. Ainsi, introduit-il l'idée de jeu de langage. Il ne s'agit donc plus d'une construction bipolaire, vérité ou fausseté du langage car ici on a déjà abandonné le caractère descriptif de l'énoncé, sa signification y devient indépendante. Cette nouvelle façon de concevoir la philosophie, élaborée par le philosophe autrichien, a influencé toute une nouvelle génération de penseurs, comme quelque chose qui a vraiment bouleversé les conceptions de la philosophie pragmatique de l'époque. Ensuite, cette pensée sera développée par J. Austin et J. R. Searle au fur et à mesure que ceux-ci nous introduisent la notion de l'énonciation performative, 2.2, et des actes élocutionnaires dont l'acte de parler devient celui de performer une action. Après les travaux de J. Austin, J. R. Searle et P. Grice, le monde a compris la capacité que le langage détient de transformer le monde sensible, à mesure que les énoncés performatifs accomplissent des actions qui produisent certains effets sensibles. L'idée de performativité du langage a permis l'apparition de l'idée d'action communicationnelle inaugurée par Jürgen Habermas, considérée, avec Carl Otto Appel, 2.3, comme la seconde génération de l'école de Francfort. L'agir communicationnel serait une stratégie de dialogue où les interlocuteurs font partie d'un type d'interaction, coordonnée par des actions langagières d'intercompréhension dont le but est l'obtention du consensus universel.
L'agir communicationnel doit être réglé par ce qu'il nomme l'éthique universelle du dialogue. Appel critique quelques aspects structurels de la théorie de l'agir communicationnel, et élabore ensuite ce qu'il nomme la pragmatique transcendantale, théorie selon laquelle un consensus universel basé sur des principes transcendantaux, suivi d'une éthique de la responsabilité, serait l'objectif ultime de la discussion. Ainsi, dans la première partie de notre travail, nous essayerons de répondre à certaines des questions cruciales posées par ce courant philosophique, telles que comment le processus d'une compréhension de sens d'un énoncé ou d'un mot se dévoile-t-il? Comment peut-on établir la notion de la vérité d'un énoncé? Enfin, de quelle façon l'idée de consensus devient-elle l'instance de vérité de la pragmatique? Ensuite, après avoir construit notre prémisse de base, c'est-à-dire la philosophie pragmatique elle-même et ses courants les plus répandus parmi les sociétés les plus développées, nous passerons à la deuxième partie de notre travail. Nous allons élaborer une activité critique de la philosophie pragmatique, ainsi que faire le point sur quelques conséquences philosophiques, éthiques et politiques du pragmatisme au XXIe siècle. Nous construirons ainsi la seconde prémisse, celle qui rend possible l'apparition même d'une nouvelle façon de penser la philosophie contemporaine, voire postmoderne. Pour cela, nous adopterons comme marque théorique les travaux du philosophe français Jean-François Lyotard, notamment ses ouvrages La condition postmoderne, section 1, et Le différent, de même que quelques travaux de Jacques Poulain, notamment les ouvrages La loi de vérité ou la logique philosophique du jugement et de l'homme, éléments d'anthropobiologie philosophique du langage, section 2. Dans La condition postmoderne, Lyotard énonce la fin des grands récits 1.1, comme celui de la philosophie de l'émancipation du sujet universel des Lumières. Désormais la pragmatique scientifique impose le modèle de production de la connaissance. Le savoir de l'ère postmoderne est attaché au consensus 1.2 et est contrôlé par ce que Lyotard appelle le système de performance du modèle capitaliste. L'idée de performance créée par la théorie des actes de parole est portée à l'extrême dans les sociétés dites postmodernes à mesure que les énoncés scientifiques, éthiques et politiques doivent toujours produire un effet attendu par les interlocuteurs, et cet effet ne peut être que la production de richesse. Si l'effet n'est pas la circulation de capital, l'énoncé n'a pas de sens. Lyotard s'appuie sur la notion de jeu de langage, développée par Wittgenstein dans l'élaboration de sa critique. Après avoir analysé la problématique du consensus comme critère de vérité dans la société postmoderne, je discuterai la notion lyotardienne du différent, 2.1. Lyotard nous dit que la tâche du philosophe est celle de témoigner du différent. Qu'est-ce qu'un différent? Il nous répond: un différend serait un cas de conflit entre deux parties, au moins, qui ne pourrait pas être tranché équitablement faute d'une règle de jugement applicable aux deux arguments. Il s'agit d'un cas vrai où deux ou plusieurs parties ne partagent pas le même jeu de langage, c'est-à-dire ne partagent pas le minimum de sol commun qu'un tiers serait capable d'exploiter à la place de l'autre. Le conflit sous la condition du différent renvoie à un conflit qui oppose deux ordres hétérogènes, deux légitimités. Selon Lyotard, la pensée est constituée d'enchaînements des phrases, et dans chaque enchaînement, il y a toujours une phrase qui sera soumise au silence, dans une condition de différent. Sur ce point-ci, nous discuterons de la question concernant la légitimation du savoir. Lyotard nous dit que le philosophe devrait défendre et illustrer la philosophie dans son différend avec ses deux adversaires, à l'extérieur, le genre du discours économique, l'échange, le capital, à l'intérieur d'elle-même, le genre du discours académique, la maîtrise. En montrant que l'enchaînement des phrases est problématique, et que ce problème est la politique, le philosophe devrait ériger la politique philosophique à l'écart de celle des intellectuels et des politiques. Lyotard et Jacques Poulain ont ainsi mis en évidence le caractère pathologique d'une légitimation du savoir par le consensus, compris comme loi de vérité, 2.2. Après toutes ces démarches, nous aurons la possibilité de mieux comprendre le paradigme du savoir postmoderne. La question que l'on se pose maintenant est celle de savoir comment témoigner du différent. De quelle manière pourrions-nous faire entendre les phrases soumises au silence en raison de la non-acceptation de leur jeu de langage? La philosophie postmoderne est-elle capable de résoudre ce problème? La transformation pragmatique de la philosophie. Qu'est-ce qu'une transformation? Cette expression veut dire faire passer d'une forme à une autre.
Après les travaux de Charles S. Peirce, nous pouvons affirmer que toute une nouvelle façon de penser la philosophie est apparue. Il a inauguré la pragmatique. L'expression « transformation pragmatique de la philosophie », utilisée d'abord par Carl Otto Appel, implique que la philosophie s'est transformée, c'est-à-dire que cette méthode philosophique inédite a créé des conditions qui ont rendu possible l'apparition même d'un processus, d'un changement structurel considérable dans la philosophie. La transformation pragmatique de la philosophie sera donc l'enjeu de la discussion de la première partie de notre travail. Pour ce faire, nous allons discuter d'abord les travaux de Peirce, James et Dewey. Ensuite, nous passerons à l'analyse des travaux de Wittgenstein, Searle, Austin, Grice, Habermas et Appel. Le choix du parcours est chronologique en même temps que méthodologique. D'abord, Peirce inaugure une nouvelle philosophie qui sera développée par James et Dewey. Ensuite, Wittgenstein propose le tournant linguistique de la philosophie. Austin crée la notion d'énoncé performatif, théorie qui sera enrichie par les travaux de Searle et Grice. À la fin de la première partie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.